On peut commencer doucement, puis Ouais. voir les gens arriver. Puis, normalement, enfin, au début, une petite intro, du coup, ça devrait aller. Du coup, bonjour tout le monde et merci de nous rejoindre pour cette deuxième édition du Renversé by Socraft, animé aujourd'hui par moi, Akhtar, et Alexia qui fait aussi support sur les commentaires et la gestion du board sur Zoom. Donc le sujet aujourd'hui, c'est software craftsmanship. On va parler des principes, des pratiques qui permettent la conception du logiciel de qualité. Et pour commencer, si j'ai le contrôle sur mon écran, j'ai commencé par me présenter rapidement. Donc je suis Akhtar Ibrahim. Ça fait un peu plus de 11 ans que je fais du développement. C'est ma passion. Et ces derniers temps, j'ai travaillé pour une boîte qui s'appelle Ecomobi. Je faisais du .NET. Ensuite, j'ai travaillé pour Octo Technologies. Ensuite, pour une boîte qui s'appelle ADA, où je faisais du développement cross-platform d'applications desktop, Linux, Mac et tout ça. Et depuis fin 2019, je travaille à Socraft où je suis craftsman. Et puis, je suis passionné, enfin, en tout cas, j'aime beaucoup les romans fantastiques, les contes et puis la rando. Donc, voilà. Donc, le sujet aujourd'hui, c'est software craftsmanship. Je pense que c'est bien de commencer par le manifeste, rapidement voir ce que ça dit, et puis on ira en détail de des principes que dit le manifeste, parce qu'il y a 4 principes. C'est de concevoir des logiciels, mais de bien les concevoir, d'ajouter constamment de la valeur, de former une communauté autour de notre profession et de collaborer d'une manière productive avec, au sein de notre équipe, mais également dans les projets sur lesquels on travaille, donc avec les clients. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que en fait, ce manifeste de l'artisanat logiciel ne vient pas de n'importe où. C'est les mêmes personnes, ou quasiment les mêmes, qui ont créé quelques années plus tôt le manifeste agile, qui ont créé ce manifeste-là. Le mouvement agile, ici j'ai mis le manifeste a été créé en 2001, mais le mouvement existait un peu avant cela. Mais c'est seulement en 2001 où un groupe de développeurs, de programmeurs se sont réunis pour dire ce serait bien qu'on écrive les principes qui permettraient le développement de logiciels de qualité et de livrer régulièrement, de collaborer d'une manière plus efficace. Il sortait, je pense, un peu du modèle waterfall où il y avait des cahiers de charges avec des centaines de pages et puis le modèle ne fonctionnait pas et tout le monde s'en rendait compte. Et cette approche agile vise à rendre plus petits les incréments et de voir plus rapidement les conséquences des développements et d'avoir des feedbacks plus rapides. Mais dès 2003 à peu près, même avant ça en fait, ces gens qui ont créé le manifeste agile se sont rendus compte qu'il y avait quand même un problème de qualité, notamment dans les livrables. Donc même les équipes qui allaient vers agile faisaient quand même des choses qui n'étaient pas forcément qualitatives. Donc en 2003 par exemple, Bob Martin, plus connu sous le nom Uncle Bob, proposait déjà d'ajouter un 5e principe qui serait faire de la qualité. Bon, il le disait plutôt, je crois qu'il disait
will not ship shit. Donc, bon, c'est un peu plus euh, coloré que ça, mais l'idée, c'est d'ajouter un principe pour dire il faut qu'on fasse de la qualité. Mais ça n'a pas été ajouté. En fait, quelques années plus tard, une partie des gens qui ont fait le manifeste agile et d'autres ont créé un nouveau manifeste qui est celui de l'artisanat logiciel, basé sur la qualité, mais qui reprend les idées du manifeste agile, qui disent du coup, ce n'est pas juste des individus et leur interaction, mais également une communauté de professionnels. Ce n'est pas juste un logiciel opérationnel, c'est un logiciel bien conçu qu'on veut faire. Ce n'est pas juste une collaboration avec le client, c'est un partenariat productif. Et ainsi de suite. Donc, je pense que c'est important de comprendre que c'est une sorte de continuation de l'agile. Et, et que ce n'est pas deux choses qui seraient en opposition. Là où les méthodologies agiles proposent de livrer d'une manière incrémentale, bah, l'artisanat logiciel se concentre donc sur la qualité des livrables. Pour conclure sur ça. Donc aujourd'hui, je vous propose de prendre quelques principes, enfin de repasser sur ces principes et dans chaque principe de prendre certaines pratiques, de montrer ce que les praticiens de l'artisanat logiciel font. Du coup, comme je disais, on va repasser sur ces quatre principes. Du coup, le programme, on va parler de qualité, d'amélioration continue, de collaboration productive et de communauté. C'est les principes vus dans le manifeste. Je mis dans cet ordre-là parce que je pense que c'est important de commencer par la qualité parce que c'est le point initial qui a mené à la création du manifeste de l'artisanat logiciel. Donc, désolé. J'essaie de prendre le contrôle sur ma présentation. Malheureusement, des fois, j'ai l'impression que le Bluetooth ne marche pas. Donc, dans le principe des qualités, j'ai envie de parler aujourd'hui de clean code, de pratiques de test et de mesures de la qualité. Mais en réalité, il y a des centaines d'autres points importants dont on pourrait parler. Aujourd'hui, on va discuter pendant 1 heure de ces principes, mais du coup, on va se concentrer sur certains éléments qui sont assez importants, mais il y en a beaucoup plus, évidemment. Donc, en termes de clean code, les pratiques qui vous permettent d'écrire du code plus clean, et le terme clean code, je pense, a été popularisé avec le livre de Uncle Bob de Clean Code, il me semble, c'est le titre du livre. Et il parle dedans, mais ce n'est pas des idées qui viennent uniquement de ce livre, de YAGNI, donc you're gonna need it, donc les éléments dont vous n'allez pas avoir besoin, ne les codez pas du tout, n'écrivez du code que quand c'est nécessaire et vous en avez besoin. Gardez les choses simples, donc keep it simple. Don't repeat yourself, ne vous répétez pas, donc factoriser, écrire des fonctions, réutiliser ces fonctions. La règle du Boy Scout, qui est de dire que quand on arrive sur une classe, une fonction, et qu'on doit modifier quelque chose, et qu'on se rend compte qu'il y a des problèmes de qualité ou des choses qui peuvent être améliorées, alors on les améliore au moment où on touche à ce bout de classe ou de fonction. Il y a également d'autres principes, tels que le principe de moindre surprise, qui est de dire que les utilisateurs des logiciels qu'on développe s'attendent à un certain comportement. Par exemple, ils s'attendent à ce que quand ils cliquent sur un bouton, il y ait une réaction. Il ne faut pas qu'ils soient surpris quand ils cliquent sur le bouton, par exemple, qu'il n'y ait pas du tout d'effet de pression sur le bouton et qu'il n'y a pas d'action derrière de formulaire validé ou de notification. Disons qu'il s'attend à quelque chose et il ne faut pas le surprendre d'une mauvaise manière à ce que
ce comportement ne se produise pas. Je prends l'exemple du bouton, mais ça pourrait être n'importe quel autre élément. Et puis, il y a aussi l'idée d'aller à la racine des problèmes et de garder le design simple. C'est un peu dans l'idée du keep it simple, stupid, mais je vais aller un peu plus loin sur ces éléments-là, parce que je pense qu'il y a des choses dont on peut parler dedans. L'idée d'aller à la racine des problèmes est, je pense, très, très importante, parce que ça arrive souvent qu'on assume, enfin, on suppose les raisons d'un problème et on résout du coup le problème de la mauvaise manière. On parle par exemple en termes de gestion d'équipe de bike shedding. L'idée, c'est que les employés d'une entreprise se plaignent et au lieu que les patrons demandent pourquoi ils se plaignent, ils construisent un abri de vélo et en supposant il y en a pas mal qui utilisent des vélos et c'est plus écolo et puis j'ai investi pour l'équipe, ils devraient être contents. Non, en fait, il faut demander pourquoi. Pourquoi vous n'êtes pas content, pourquoi le logiciel ne marche pas. Par exemple, on va dire un logiciel où les utilisateurs n'ont pas leurs adresses à jour. On peut se poser la question, pourquoi leurs adresses ne sont pas à jour? Peut-être qu'ils ne sont pas à jour parce qu'ils ne les changent jamais. Mais pourquoi ils ne les changent pas? Parce qu'ils ne peuvent pas compléter le formulaire. Mais pourquoi ils ne peuvent pas compléter le formulaire? Parce qu'on leur demande un document qu'ils ne peuvent pas avoir. Du coup, pourquoi on leur demande ce document si on sait que parfois ils ne l'ont pas? Et là, on arrive à creuser jusqu'à trouver la raison réelle du problème, parce que de haut niveau, on a l'impression que c'est juste des utilisateurs qui ne veulent pas mettre à jour leur adresse, mais à la racine, il y a un problème de fonctionnalité dans l'application qui fait qu'ils ne peuvent pas réellement le changer, leur adresse. Et c'est quelque chose qui s'applique, j'ai parlé de bike shading, j'ai parlé d'exemple dans un logiciel, mais d'une manière générale, je pense dans l'artisanat logiciel, on doit systématiquement se poser la question de est-ce qu'on est sur le bon niveau de pourquoi? Est-ce qu'on est allé suffisamment profond dans la résolution du problème qu'on essaie de résoudre? Ensuite, j'ai envie de parler de simple design. J'ai pas Désolé, juste une seconde. Je n'ai pas la bonne version de cette présentation. Juste une seconde. Et si on retourne rapidement au même niveau. Ah, ok. C'était bien la bonne version, mais il y avait une animation. Désolé. Donc, toujours dans Clean Code, donc, le principe de design simple, c'est Kent Beck qui en parlait un peu avant même l'idée de software craftsmanship dans son livre Extreme Programming Explained, où il énonce les 4 règles de design simple. Et ces règles sont que tous les tests passent, que le code révèle son intention, qu'il n'y a pas de duplication et qu'il y ait le moins d'éléments possible. Donc, tout le surplus est à supprimer. Ça revient un peu au principe qu'on a vu un peu plus tôt. Cette formulation ici, avec ces 4 points, en fait, ce n'est pas la formulation de Kent Beck, c'est la formulation de Martin Fowler, mais si vous voulez aller plus loin, le livre de Kent Beck parle de ces règles, mais d'une manière un peu différente. Je dirais donc qu'il faut retenir que c'est important d'écrire des tests, que n'importe quel artisan doit être capable de lire votre code. Ça veut dire qu'il faut respecter des conventions, qu'il faut utiliser des noms qui ont des sens pour les méthodes, les variables et ainsi de suite. Et puis, au lieu d'écrire des commentaires, par exemple, dans le code, il vaut mieux nommer correctement les fonctions et les variables et peut-être déplacer
des if dans des fonctions pour que l'intention soit plus claire juste en disant le nom de la fonction, par exemple. Ensuite, j'ai envie de parler des pratiques de test, et en commençant par la pyramide de test. Je pense que vous avez déjà vu. Dans cette pyramide, on voit que au sommet, il y a les tests unitaires. C'est plus petit, et à la base, il y a les tests end-to-end au sommet qui sont en tout petit, et puis à la base, en plus large, il y a les tests unitaires. Donc là, la largeur, c'est la quantité, on va dire, qu'il y a à faire. Donc, on a intérêt à faire beaucoup de tests unitaires, peut-être un peu moins de tests d'intégration ou de service, et puis encore moins de tests end-to-end. Et pourquoi? Parce que les tests unitaires font partie du processus de développement, sont moins coûteux à développer en temps et en énergie, et puis plus rapides à exécuter, parce qu'il y a aujourd'hui un ensemble d'outils qui permettent de les exécuter plus rapidement. Plus on va vers les tests end-to-end, plus on se rendra compte qu'ils demandent du temps à s'exécuter, qui demandent de la maintenance également, et d'une manière générale, en fait, ils sont plus coûteux à développer. Ça ne veut pas dire qu'ils sont moins importants, ça veut juste dire qu'il faut être beaucoup plus je ne trouve pas le mot, mais il faut chercher bien les cas d'utilisation à tester quand on fait des tests end-to-end, et tester les cas critiques plutôt que d'essayer de tout tester. Alors qu'en test unitaire, a priori, on peut tester tout le code qu'on a écrit au moment où on écrit. Et d'ailleurs, c'est probablement la meilleure approche. C'est pour ça que et pour atteindre cette approche, ces tests unitaires en quantité, une bonne manière de faire ça, c'est de faire du TDD, donc Test Driven Development, qui consiste à commencer par écrire des tests qui ne passent pas, parce que si le corps de la fonction n'est pas là, par exemple, c'est normal que le test de la fonction ne passe pas. Donc, on commence par un test qui ne passe pas, et ensuite, on écrit suffisamment de code pour que le test passe, et puis on refactor pour améliorer le design, c'est-à-dire le code, pour ensuite réécrire à nouveau un test qui ne passe pas. Et chaque fonction serait un ensemble d'itérations dans ces trois phases jusqu'à ce que la fonction qu'on essaie d'écrire, par exemple, soit terminée. Ça a des avantages considérables de prendre cette approche de TDD, parce que ça permet une validation de la pertinence des fonctionnalités qu'on développe, parce qu'on commence par des assertions, et si dès le départ, par exemple, l'assertion n'est pas bonne, on va s'en rendre compte parce qu'on a essayé d'écrire un test qui valide l'assertion latente qu'on attend d'une fonction, d'une fonctionnalité de manière générale. Ça permet aussi une documentation, parce que quand on lit des tests unitaires, en général, on arrive à lire, à comprendre ce que le code est supposé faire. Et cette approche TDD permet d'avoir plus de finesse dans l'écriture de cette documentation par les tests. Et puis, ça encourage aussi à écrire une application plus modulaire, parce qu'il n'y a aucune raison, quand on commence à écrire une nouvelle fonction, de devoir faire un setup lourd pour que le test fonctionne. Donc, ça encourage vraiment à plus de modularité et à faire plus de bouts réutilisables de code. Et puis, on passe beaucoup moins de temps à débugger parce qu'on a déjà commencé par les tests. Et les tests fonctionnent, et a priori, il y aura beaucoup moins de bugs à débugger. Ensuite, j'ai envie de parler de BDD, donc Behavior Driven Development, parce que, encore une fois, c'est quelque chose qui s'ajoute un peu à toute cette idée de bien écrire des tests. Je commencerai par dire que BDD, on en entend souvent parler pour des tests end-to-end, mais c'est quelque chose qui peut s'appliquer également aux tests unitaires, parce que
L'idée, c'est qu'on veut tester le comportement des fonctions, des comportements des fonctionnalités utilisées par les utilisateurs, le comportement des API. Donc, c'est tester des comportements. Et au niveau des tests unitaires, quand on écrit une fonction, on veut tester le comportement de la fonction. Donc, pour un cas donné, donc given un certain état, c'est le setup, et on est dans un certain contexte. Quand un élément se produit, alors on s'attend à une réaction. Et l'écriture de tests end-to-end ou tests unitaires ou tests d'intégration peut toujours s'écrire en pensant comme ça. Dans ce contexte, si cette chose se passe, quelle est la réaction? Donc, encore une fois, c'est très utilisé pour les tests end-to-end, mais c'est valable aussi pour les tests unitaires, l'approche behavior-driven development. Ensuite, j'ai envie de parler de la mesure de la qualité, parce qu'on veut faire de la qualité, mais encore faut-il un moyen de mesurer si on part dans le bon sens et si on fait de la qualité. Il y a plusieurs types de tests possibles et pour les différents tests, il y a plusieurs mesures possibles. Donc, je vais en citer quelques-uns, mais ce n'est pas un liste exhaustif et il y a probablement d'autres cas et d'autres mesures possibles. Je dirais que pour les tests unitaires, on va souvent utiliser la couverture de test comme mesure de la qualité. Je reviendrai un peu sur ça parce que je sais que la couverture de test n'est pas forcément un bon indicateur de qualité. Pour les tests fonctionnels, on regardera souvent le nombre de chemins critiques testés. C'est une mesure de la qualité de l'application que de voir que l'ensemble des chemins critiques sont testés, par exemple. Pour les tests d'acceptation, que les tests fonctionnels associés fonctionnent, c'est une mesure de cette qualité. Pour les tests de charge, quand on ajoute de la charge sur le logiciel qui n'a pas de bug, c'est déjà une manière de mesurer la qualité du logiciel. Pour les tests de non-régression, c'est la même chose. Quand on ajoute de nouvelles fonctionnalités, que les tests déjà écrits pour les fonctionnalités existantes ne continuent de passer. Pour les tests de pénétration, on parlera de nombre de failles critiques détectées parce que il se peut qu'il y ait des failles, mais en fonction des logiciels, il faut définir ce qu'il y a une faille à régler ou des failles minimes qui n'ont pas nécessairement besoin d'être corrigées. Et puis, c'est la même chose pour les tests de sécurité. En termes de mesure de qualité, je pense aussi que c'est important de parler de code review parce que je pense que c'est un élément essentiel pour mesurer rapidement et avoir un feedback rapide de la qualité de ce qu'on développe. Lors d'un code review, le nombre de questions posées, le nombre de fois où la personne qui fait un review avec soi va demander what the fuck, pourquoi tu as fait ça, fait un indicateur de est-ce qu'on a bien écrit l'application, les tests et ainsi de suite. Donc, c'est un élément, je pense, essentiel, en tout cas très important pour améliorer la qualité du développement, mais également un bon indicateur en regardant le nombre de commentaires qu'on a pour chaque merge request ou pull request qu'on fait. Et puis, un autre indicateur de qualité, c'est le lead time, c'est-à-dire le temps qu'on met à résoudre des problèmes. Si des utilisateurs remontent un bug et puis qu'il faut 2 semaines pour qu'on commence à écrire une tâche de résolution de bug, peut-être qu'il y a des problèmes de qualité dans soit le processus, soit carrément l'application, et il y a des choses à voir. Et enfin, juste parce que j'ai passé beaucoup de temps, je pense, sur cette partie de la qualité, mais c'est important parce que la non-qualité a un coût. Et c'est à plusieurs niveaux différents, ce coût-là. Ça peut être un coût pour les développeurs eux-mêmes, en termes de morale, par exemple. Je pense que personne n'est content de travailler sur un logiciel qui n'avance pas, qui est buggé et dont les utilisateurs se plaignent.
Mais ça a aussi un coût monétaire parce que les utilisateurs qui quittent l'application, qui refusent de l'utiliser, bah, c'est un coût. Le coût de débugage, d'aller trouver où se trouvent les bugs pour ensuite les corriger, c'est pas négligeable. La, et l'ensemble des choses qui participent à faire que, au lieu de développer de nouvelles fonctionnalités, on doit reboucler en permanence sur les choses déjà développées, euh, c'est un coût considérable sur les logiciels. Et je ne sais pas pour vous, les personnes présentes ici aujourd'hui, mais moi, ça m'est arrivé plusieurs fois de voir, par exemple, au bout d'une année ou deux, des logiciels mis à la poubelle et redéveloppés complètement from scratch. Et ça, c'est un coût colossal. C'est des développeurs qui ont travaillé des mois pour rien et parfois aucun bout du code de l'application précédente n'est utilisé. Donc, c'est important de se dire qu'on développe des choses et qu'on veut que ça persiste dans le temps et que ce soit modulaire et que s'il y a des problèmes à un moment de choses à changer et remplacer, que l'application soit suffisamment modulaire pour qu'on ne mette pas tout à la poubelle, mais juste les parties pertinentes pour l'évolution de l'application. Ouais. Rapidement, des outils qui permettent de participer à aider à faire de la qualité. Je ne passerai pas de temps dessus, mais juste je dirais, je parlais de PyTest ou Striker qui permettent de valider les tests unitaires, par exemple, la qualité des tests unitaires. Parce que je disais plutôt que les tests unitaires, votre application peut être couverte à 100% de tests unitaires, le test code coverage dit 100%, mais la qualité des tests est tellement médiocre qu'en réalité, ça ne veut pas vraiment dire quelque chose d'important. Et des outils comme PyTest ou Striker permettent de valider que ces tests soient on va dire, d'une plutôt bonne qualité et il y a des indicateurs sur ça. Ensuite, un outil pour écrire des tests unitaires, quand je fais du .NET, j'utiliserai plutôt Xunit. Dans le monde Java, c'est plutôt JUnit. En JS, ce serait plutôt Jest. Et puis, pour les tests BDD, je parlais de Cucumber Studio, de Fitness et de SpecFlow. C'est des outils qui permettent de faire des tests de service ou de tests d'intégration ou des tests end-to-end assez lisibles, on va dire, à la fois pour les développeurs, mais aussi pour les non-développeurs. Et puis, personnellement, j'utilise Volaby.js quand je fais du JS ou TypeScript parce que ça me permet, lors de mon développement, de voir immédiatement si les tests sont verts ou rouges et juste en modifiant le code dans mon IDE, je vois immédiatement après avoir modifié une fonction si la fonction est rouge ou verte en fait. Donc ça accélère l'écriture des tests et tout le cycle euh, test rouge, test au vert, refactoring. Ça accélère ce cycle-là de mon point de vue. Ensuite, dans les principes qu'on a vu dans le manifeste, il y a l'amélioration continue et l'apport de valeur ajoutée. Dedans, je vais parler d'apprendre, de s'entraîner et de partager. Encore une fois, il y a encore plus de points dont on pourrait parler, mais pour être succinct, je vais parler de ces trois éléments-là. Dans apprendre, il n'y a pas vraiment de secret, je pense. Il faut lire, que ce soit des blogs, des livres. J'ai mis quelques exemples de livres qui vont dans le sens de software craftsmanship, ici, donc Clean Code, Clean Architecture, par exemple, et de software craftsman. Mais évidemment, il y a beaucoup de lectures, pas forcément directement liées au développement logiciel, qui participent à apprendre, et ce qu'on apprend en dehors même de notre travail nous aide à mieux faire notre travail. Et puis, je pense aussi rejoindre des communautés telles que, merci de nous avoir rejoints aujourd'hui pour le renverser de Bicecraft, mais il y a d'autres communautés qui essaient d'apporter
de partager ce qu'ils ont appris, leurs expériences dans le craft et d'autres domaines. Et tout ça permettent, in fine, d'ajouter de la valeur constamment dans les choses qu'on développe, parce qu'on a un regard toujours rafraîchi après avoir acquis de nouvelles connaissances. Je pense également que c'est important de s'entraîner. Et un bon exercice d'entraînement, c'est les katas, donc des petits exercices d'entraînement répétables, faisables seul, en paire ou à plusieurs. Les katas, c'est une idée qui vient des arts martiaux et qui est repris souvent dans le développement de logiciels. Et c'est par exemple faire de très petites fonctions, résoudre de très petits problèmes déjà connus, mais de les faire par exemple avec différents langages de programmation, différents outils pour nous exercer, puis à faire du TDD par exemple, mais si on est nouveau dedans, s'exercer à le faire. Même peut-être faire du pair programming si on n'a pas l'habitude de le faire, c'est bien de le faire dans de petits exercices pour se rendre compte de ce que ça signifie. Et donc, les katas, une très bonne chose. Et puis sinon, si vous n'avez pas forcément de temps de faire de kata, ce qui est dommage, mais peut-être vous n'avez pas le temps, le refactoring du code existant aussi est un bon moyen d'apprendre en fait et de s'entraîner. Parce que, a priori, vous avez écrit vos codes, votre application, vous avez mis des tests, vous avez fait du TDD, c'est très bien. Et l'application fonctionne, mais en revenant dessus, boys root rule, vous vous dites, tiens, ça, je peux le changer. Vous pouvez vous entraîner à appliquer de nouvelles idées, de nouveaux principes dans le refactoring que vous faites. Et ce qui est cool, c'est que puisque les tests sont déjà là, une fois que vous avez fait votre refactoring, les tests passent toujours, donc c'est cool. Vous avez amélioré le design, vous avez exploré de nouvelles choses, vous êtes entraîné à faire autrement et le code, les tests continuent à passer. Ensuite, j'ai envie de parler de partager, parce que partager, ça aide aussi à apprendre en fait. Parce que il y a plusieurs formes de partage. Le pair programming, je pense, est un bon moyen de partager, par exemple, mais c'est quelque chose qui, de mon point de vue, demande pas mal d'énergie. Donc, je pense qu'il ne faut pas en faire tout le temps, mais en faire assez souvent avec différentes personnes pour échanger, mieux se connaître et puis avoir d'autres points de vue dans les manières de faire. Et puis, je pense que c'est important aussi de délimiter les problèmes qu'on essaie de résoudre quand on fait du pair programming. On ne fait pas du pair programming juste pour dire aujourd'hui on va en faire toute la journée, puis on ne sait même pas exactement qu'est-ce qu'on essaie de résoudre comme problème. Je pense que c'est mieux de bien se concentrer sur des choses bien délimitées pour que ce soit efficace. Et puis, communiquer d'une manière générale, je pense c'est important de le faire avec transparence et avec détermination. C'est important, je pense, cette notion de détermination parce que quand on veut faire des choses et qu'on veut bien les faire, il faut communiquer la passion qu'on a dans la manière de faire, justement. Et puis, il faut se répéter, c'est très important, se répéter assez souvent pour communiquer l'importance de ce qu'on est en train d'expliquer, et puis assez souvent pour que les personnes avec lesquelles on communique se les approprient également, les idées qu'on essaie de partager. Et puis, être à l'écoute. C'est évidemment à communiquer, être à l'écoute est essentiel dans une bonne communication. Et enfin, écrire une bonne manière de partager. Ça peut être de petites présentations à vos collègues, un slide ou deux pour expliquer de nouvelles idées, de nouvelles technologies. C'est déjà écrire. Et puis, dans des formes plus longues, il y a l'écriture
de présentations comme on fait aujourd'hui, ou d'articles de blog, ou de livres, si vous avez encore plus d'idées à mettre ensemble, par exemple. Un boîte à outils pour le partage et apporter, s'entraîner. Je pense que CodeWars est une bonne application. C'est un site internet sur lequel il y a plusieurs katas et c'est une communauté dans laquelle vous pouvez partager vos codes et puis voir le code des autres. Et puis sinon, j'utilise aujourd'hui par exemple Google Slides pour faire des présentations et Ulysse pour écrire des articles un peu plus poussés. Mais il y a évidemment plein d'autres outils. Je ne vais pas m'attarder sur ça. En troisième point, sur les principes, on va parler de collaboration productive. Et dedans, j'ai parlé de 3 éléments, d'équipe soudée, d'humilité et de respect des délais. En équipe soudée, pour qu'une équipe soit soudée, je pense que je pense que c'est important de communiquer. On reviendra plusieurs fois sur ça, mais c'est important. De communiquer les succès, même petits, et également les échecs pour établir une confiance. Et cette confiance, c'est ce qui permet de souder l'équipe, parce que tout le monde se fait confiance parce qu'on sait qu'on se dit les choses. Et puis, il faut partager, à la fois partager les responsabilités, mais également partager une vision claire pour que tout le monde puisse se l'approprier. Et puis, je pense que c'est important aussi d'avoir des activités en dehors du travail, parce que pour qu'une équipe fonctionne et que les gens ne se voient pas juste comme des collègues, il faut aussi interagir en dehors du travail. C'est valable pour une entreprise, on va dire une agence, les gens au sein de l'agence, et c'est valable aussi avec les interactions avec les clients quand on travaille avec des clients. Je pense que c'est important aussi d'être humble et du coup reconnaître qu'on ne sait pas tout. Et puis, je l'ai dit plus tôt, mais il faut être à l'écoute. Et puis être fier aussi, être fier d'une manière générale de ce qu'on fait, quand on fait bien les choses, c'est bien, mais il ne faut pas être arrogant et toujours considérer ce point-là. Et puis savoir aussi reconnaître que dire qu'on est craftsman, ça ne veut pas dire qu'on est le meilleur des développeurs, qu'on fait mieux que tout le monde. Ce n'est pas un titre, c'est une sorte de philosophie, d'une manière de faire, et c'est des principes qu'on veut appliquer dans tout ce qu'on fait, mais ça ne veut pas dire qu'on est le meilleur. C'est juste qu'on a des principes, on essaie de les appliquer dans tout ce qu'on fait, mais ce n'est pas un titre. Et puis, enfin, exprimer de la gratitude, je pense que c'est important aussi. Et dans une collaboration productive, je pense que c'est important de respecter les délais, surtout quand on est sur un projet avec un client. Et pour respecter les délais, je pense que time boxer ce qu'on fait est quelque chose de très important. Donc, se donner des limites dans le temps quand on essaie de réaliser des tâches pour ensuite avoir des sortes de checkpoints et à la fin de ce temps se dire où j'en suis et pourquoi j'ai eu des ralentissements, et puis de pouvoir mettre à jour du coup le temps nécessaire pour réellement finir la tâche. Et puis sinon, c'est important aussi d'automatiser toutes les choses répétitives qu'on constate. C'est utiliser des pipelines de développement, que ce soit les GitHub Action ou GitLab, pipeline GitLab, tous les outils d'automatisation possibles, que ce soit du développement, mais pas que. Et puis, c'est important de déployer rapidement pour pouvoir avoir des feedbacks rapides, mais ça vient aussi des principes agiles. Et puis, de faire le jeu des estimations pour pouvoir donner des sortes de poids, de difficultés sur les tâches à réaliser.
Et ça permet d'anticiper le temps du coup qu'on va passer dans la semaine, le mois à réaliser les différentes tâches. Et ça permet justement de faciliter le planning de toutes ces choses. Et c'est important justement de planifier, même si on sait que on ne peut pas mettre des délais précis dans des choses qui vont arriver dans le futur, mais au moins planifier l'enchaînement des choses. En outil pour la collaboration et une collaboration productive d'une manière générale, je parlais rapidement de Jira ou de Basecamp qui font à peu près la même chose. Enfin, Jira est beaucoup plus poussé, enfin, il y a beaucoup plus de choses, mais ils essaient de résoudre le même problème. Trello aussi, c'est une to-do list très rapide à utiliser, très pratique. Il faut utiliser beaucoup de documentation et Notion et Confluence sont très bons pour ça. Notion permet aussi la même chose que Trello, c'est-à-dire l'organisation d'événements avec les équipes, de to-do list et tout ça. Des outils comme Promise permettent de travailler en équipe de former, on va dire, des communautés de pratique et puis de discuter de sujets proches du code. Basés sur du code, on discute de est-ce qu'on va appliquer des méthodes ou pas et puis d'avoir une historique de ces prises de décision. Je parle de Promise aussi parce que je pense que pas mal des gens ici sont aussi dans le meetup Craft Romandie et les développeurs de Promise en ont parlé il n'y a pas longtemps. Et puis des applications comme BeFocus qui permettent de se timeboxer sur son téléphone ou sur son Mac. Enfin, je parlais de communauté et dedans, je parlais de mentorat, d'enseignement et de rayonnement. En mentorat, le mentorat consiste à travailler avec quelqu'un qui présente de l'intérêt pour la même chose que soi et de l'accompagner vers un objectif que cette personne s'est fixé. Je pense que c'est important qu'il y ait de l'intérêt, de la personne qu'on mentor. On ne va pas, en quelque sorte, forcer quelqu'un, tirer quelqu'un vers une idée. Il faut déjà qu'il y ait de l'intérêt, puis que ce soit plus de l'accompagnement de quelqu'un qui s'y connaît, qui est plus expérimenté pour aider quelqu'un. Mais il faut se dire aussi que n'importe qui peut mentorer n'importe qui. Ce n'est pas une question de seniorité. Ce n'est pas parce que quelqu'un a 10 ans d'expérience qu'il va forcément mentorer des gens qui ont une année. Ça peut être le cas, mais ça peut très bien arriver que quelqu'un sorte d'école et plein de concepts nouvelles que les gens qui font leur métier depuis plus de 10 ans n'ont pas, et cette personne peut les mentorer pour les amener vers des objectifs précis. Il y a aussi l'enseignement. Et je pense que pour enseigner, il faut organiser sa pensée, structurer cet enseignement. C'est un peu différent du mentorat où on accompagne un peu, peut-être plus au jour le jour, c'est moins structuré. Là, je pense que quand on enseigne, quand on donne des formations, c'est plus important de bien structurer ce qu'on veut apporter et puis privilégier les travaux pratiques. C'est ce qu'on fait par exemple à Socraft quand on donne des formations. C'est quelque chose il y a des études dessus et qui est prouvé que apprendre par la pratique, c'est beaucoup plus efficace que juste par la lecture, par exemple. Et savoir aussi que, comme je disais plus tôt, n'importe qui peut enseigner à n'importe qui. Il suffit juste d'avoir des idées, des choses que d'autres n'ont pas, et puis on peut leur enseigner. Et enfin, dans la notion de communauté, j'ai envie de parler de rayonnement ou des impacts de cette communauté, en fait, parce que l'idée, c'est de partager sa passion ou d'aller rejoindre un groupe de personnes qui partagent notre passion. Et cela
une importance à la fois pour son développement personnel, je pense, mais ça peut aussi avoir un avantage en termes de business, parce que en tant que développeur passionné par mon travail et qui aime développer des choses de qualité, si demain je cherche du travail et que je sais qu'il y a des communautés, des gens qui sont passionnés par la même chose, j'irai plutôt vers ces gens-là que des gens qui n'ont pas forcément de l'intérêt pour les logiciels de qualité. Mais montrer sa passion, l'exprimer, la partager, bah, ça peut aussi amener du business. On parlera dans ce cas-là de inbound marketing, où des gens ont vu ce qu'on partage sur notre passion et la qualité qu'on accorde à ce qu'on développe. Et bah, des gens qui développent leurs applications ont envie d'avoir cette qualité-là et ils viendraient chercher les artisans du logiciel pour leurs principes et cette qualité. Et cela a l'avantage que si c'est des clients en quelque sorte qui viennent nous chercher, bah, qu'on aurait plus de choix et de choisir plutôt des projets fun que des projets où on sait qu'on va s'ennuyer. Donc, je pense que ça a aussi cet effet-là qu'on peut avoir plus de choix dans des projets fun. Et euh, voilà, désolé. Oui, voilà, c'est ça. Un outil pour la partie communauté, je dirais, et aussi enseignement et organiser sa pensée d'une manière générale. Je pense que MindNode et Xmind sont pas mal. J'utilise beaucoup MindNode, moi, personnellement, mais je connais plein de personnes qui utilisent Xmind. C'est des logiciels de mind mapping, donc de cartographie mentale qui permet de placer ses idées puis de les organiser rapidement. Bah, en termes de communauté, bah, il y a Meetup. Et encore une fois, merci de nous avoir rejoints aujourd'hui. Et puis, sinon, bah, il y a aussi des communautés où on peut apprendre plein de choses comme des blogs comme Dev2 ou Medium ou les Hacker News ou le blog de Secraft aussi, si vous voulez. Et puis, en termes de partage, de préparer de la doc et tout, je pense que Confluence et Notion sont pas mal pour ça. Voilà. Tout ce dont j'ai parlé aujourd'hui, évidemment, ce ne sont que mes opinions. Il y a beaucoup plus de choses dont on pourrait parler, mais j'ai parlé de choses que j'ai rencontrées dans mon parcours et j'ai parlé des choses qui me semblent être importante, mais il y a beaucoup plus que ça. Et je vous inciterai du coup à aller plus loin, que ce soit dans le meet-up renversé by Socraft ou le meet-up Craft Remandi, ou en lisant des livres dont j'ai parlé plus tôt, ou en allant voir des vidéos comme la vidéo de Uncle Bob qui était au... en fait, ici, je partage la vidéo de Craftsman's Off, qui, donc, qui l'a déjà présenté au Software Craft Remandi il y a un mois, je crois. Donc, c'est une autre version, on va dire, de ce même contenu. Voilà, c'est tout pour cette présentation.